la Maison Rocaine, c'est aussi un projet d'engagement sociétal ou de responsabilité sociale. On va voir comment on va l'évoquer. Elle est le produit, le résultat de l'engagement sociétal, de la responsabilité sociale d'un certain nombre de grandes entreprises qui sont autour de la table, ou de philanthropes. Et ça nous met dans une actualité particulière. Le mécénat, comme vous le savez aujourd'hui, puisque le réseau Rocaine est très clairement au cœur de ces enjeux, le mécénat est un sujet en plein bouleversement. En plein bouleversement. Pourquoi? Parce que, si vous avez suivi l'actualité, il y a un certain nombre, on peut le qualifier, d'attaques de niche fiscale, ça on peut l'entendre. On peut entendre que l'État questionne sans cesse l'intérêt de défiscalisation importante sur les enjeux du mécénat, le don d'entreprise, bien sûr. Il y a aussi une actualité sur des questionnements forts sur les pouvoirs d'influence du mécénat sur la politique publique. Là, je cite notamment les débats d'Admical qui auront lieu le 1er octobre prochain, mais aussi ceux qu'il y a eu au Sénat, pas très longtemps, sur la question de cette influence. Il y a aussi les entreprises engagées, Jean-Marie Marx en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est effectivement une autre façon de mobiliser les entreprises sur cette transition écologique et sociale et ses responsabilités. Pourtant, le mécénat en France reste extrêmement ciblé. C'est un enjeu évidemment très fort aujourd'hui de politique publique, mais seulement 9% des entreprises en France étaient mécènes en 2017, certes pour un budget qui avoisine les 4 milliards d'euros, mais ce n'est que 9% des entreprises en France. Et si on compte la question de l'engagement sur les sujets sociaux, alors là on tombe à 1,6%, si j'ai bien suivi ce qu'on nous a annoncé à votre événement de la stratégie pauvreté, donc on est à 1,6% d'entreprises en France qui soutiendraient les sujets sociaux, peuvent paraître parfois moins évidents à soutenir. Le réseau Rocaine est un projet social national situé partout en France. Et évidemment, le lien aux entreprises et aux philanthropes est évident pour nous. Voilà. La Maison Rocaine, je le redis, n'aurait pas pu exister sans l'engagement sociétal et la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui, qui n'ont pas adhéré, qui n'ont pas dit tiens, on va les aider à construire une maison ou à refaire une étable, certes très jolie, enfin, très agréable, etc. Je ne pense pas que c'était un projet immobilier que vous souteniez par là. C'est confirmé, c'est un projet évidemment d'évolution d'un réseau sur son projet social, son projet sociétal, qui doit entraîner une dynamique d'évolution de l'ensemble du réseau Rocaine. Donc c'était une vision effectivement stratégique d'évolution d'un réseau. Voilà. Et cette maison incarne ce projet stratégique et non pas une offre immobilière pour le plateau de Saclay, même si elle en est une. Voilà pour cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Armande Boissière, secrétaire générale de la Fondation Bettencourt-Schuller. Merci d'être là, soutien indéfectible. Bon, on connaît votre franc-parler, donc je pense que on n'hésitera pas. Vous avez peur, hein, vous avez raison. Ah oui, on a peur. Bon, alors, d'abord, je ne suis pas venu tout seul. Nous sommes quelques-uns, Jean-François, Dorothée, Loïc, Charlotte, de la Fondation, pour vous montrer à quel point nous aimons ce projet. Je vous transmets également un bonjour chaleureux de Françoise Bettencourt et de son mari Jean-Pierre, qui connaissent bien le projet. Leur fils Nicolas, qui est administrateur de la Fondation, a passé presque une demi-journée lundi. Il était à la fois admiratif et passionné. Alors, j'ai une distraction pendant la première table ronde. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont vu Astérix et Cléopâtre, où il y a une porte qui est à 3 mètres de haut. Je me suis demandé ce que les prises faisaient là-haut. Mais d'autant plus que je ne vois pas d'écran au projecteur. Et voilà. Mais ceci dit, je trouve que la première chose que je veux dire avant de répondre à ta question, c'est que je trouve que c'est très réussi. Nous sommes arrivés en novembre 2011. Je ne sais pas si tu étais avec nous, Jean-Marie. On est venu dans cette pièce-là où il y avait, c'était encore, pardonnez-moi bien, dégueulasse. On pouvait passer à travers les poutres. On a fait un barbecue là. Et c'était très habile de la part de Jean-Guy de nous faire griller des saucisses. C'était la meilleure présentation du dossier. On a tout de suite vu qu'il y avait un projet important derrière. Et donc, c'était impressionnant. Et je trouve que la qualité de réalisation et le goût, c'est très réussi. Grand bravo. Les portes qui coulissent, qui sont gardées. Enfin, voilà. On avait un peu peur quand on a vu les travaux, ça a mis du temps. Alors, en fait, c'est la 3e inauguration. Hein, pour certains que je salue dans la salle, on se connaît, on est des vieux briscards des inaugurations, parce que, Mère Abbesse, vous vous en souvenez, on a fait la première pierre, puis on a fait la première serre, puis on a fait le premier frigo, et puis maintenant, c'est ça, et je les soupçonne un jour de nous inviter au futur restaurant, un jour peut-être dans l'ancienne serre. Voilà. Alors, la question c'est
pourquoi est-ce qu'on est venu dans cette magnifique expérience? Et bien parce qu'on n'était pas tout seul. Nous n'étions pas tout seuls. Et je vais vous expliquer que c'est tombé à l'époque où notre fondation faisait un bout de chemin. De 2006 à 2010, on a commencé à travailler les questions du logement social. Et on a commencé à se rapprocher et à connaître un petit peu les questions à travers Habitat Humanisme. Certains connaissent Marc Mordac, Les Toits de l'Espoir, des actions avec l'association de Sœur Emmanuelle à Bobigny. Voilà. Et puis on s'est rendu compte, bêtement et comme tout le monde, que avoir un toit sans emploi, ça ne sert à rien, et l'inverse est réciproque. Et nous avons commencé à réfléchir à la question de l'insertion par l'activité. Et donc on a commencé à travailler des dossiers avec l'ADI, avec Proxité, avec Job dans la ville, avec un certain nombre d'acteurs. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Jean-Marie est venu nous voir avec un groupe de bienfaisants autour d'AG2R La Mondiale, Le Rameau, la Fondation Carrefour et Jean Oubli, pour nous présenter ce projet qui au départ nous a beaucoup désarçonnés parce qu'il était compliqué, parce qu'il y avait une ingénierie nécessaire à cause du droit agricole, des baux, de la SAFER, beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est un projet compliqué entre un jardin, un centre national, un centre de formation, un restaurant, un modèle économique qui était encore à construire. Et donc nous avons pris du temps pour étudier le dossier. Voilà. Mais le fait que nous mutualisions nos études, il y a eu plusieurs réunions dans les différentes fondations, ça a été d'abord un magnifique chemin ensemble où on a beaucoup appris pour la première fois dans notre fondation à travailler avec d'autres acteurs, à ne pas le faire tout seul. Donc ça, c'était bien. Voilà. Alors, ce qu'on a aimé dans le projet, c'est que, ça a été dit, en fait, les zones rurales en souffrance, nous avons découvert, c'était la face cachée de la pauvreté en France. C'est pas très compliqué d'aller en banlieue, de voir les problèmes d'illettrisme, de violence, de certain nombre de choses, mais on voit, comme dirait l'autre, on ne voit pas de chômeurs dormant sur des bouches de métro à Voilan. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de métro, mais en tout cas, voilà. Donc, je sens que vous voulez un métro à Voilan. Voilà. On a beaucoup aimé le fait qu'il y ait cette combinaison. Pour la première fois, on avait compris que les jardins maraîchers d'insertion biologique de Cocagne, c'était plutôt une surface entre 1 et 2 hectares. Et que pour vous, c'était un saut qualitatif majeur d'avoir un jardin qui passait à 18 hectares. Ça vous amenait à vous transformer, à travailler avec l'INRA, à avoir peut-être d'autres types de production, d'autres types de livraison, élargir votre problématique du panier auprès des adhérents pour qu'ils ne paient pas pendant 4 semaines les pommes de terre et qu'après on passe au navet puis au chou-fleur, mais avoir quelque chose de peut-être plus marketing. Parce que nous savions déjà dès 2011 que vous alliez avoir beaucoup de concurrents dans l'offre du bio ou des adhérents. Donc on a aimé travailler ça, le fait que ce jardin puisse être pilote en travaillant avec l'INRA. On a beaucoup aimé également le fait que vous vouliez travailler des formations, notamment un master, mélangeant sur ce lieu des formations entre les métiers de l'insertion et les métiers de l'agronomie, de l'agriculture ou du maraîchage. Et du coup, ce mélange entre un lieu de production qui lui-même était un centre de recherche pour votre cœur de métier, un lieu de formation, ça devient un laboratoire d'innovation pour le réseau. Parce que le fait d'être tous ensemble, séparés avec 120 associations, c'est bien, mais il y a quand même, encore une fois, une concurrence, et il y a une vraie valeur à faire réfléchir, à faire travailler l'ensemble du réseau. Et un lieu, c'est bien. Une plateforme virtuelle, c'est nécessaire, mais un lieu de rassemblement, c'est bien. Et comme il y avait derrière un modèle économique, accueillir des entreprises, accueillir des formations, on a trouvé que c'était particulièrement ingénieux, intelligent. Voilà, le modèle économique était tendu, notamment, on l'a dit plusieurs fois sur le restaurant, mais il était intelligent. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Nous avons donné 2,5 millions pour l'investissement. D'autres ont également été très généreux, ont apporté des apports, des savoir-faire. Mais nous ne finançons pas le fonctionnement, le modèle économique, la prise en charge des emplois, le fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de la puissance publique. Sans cela, le projet ne se ferait pas. Voilà. Donc, j'ai terminé. Vous avez compris que ce qu'on a aimé, c'est qu'il y avait un volet éducation, il y a un volet insertion par l'activité, et en fait il y a un volet vivre ensemble, et d'exprimer la valeur de travailler tous ensemble. Donc ça, nous, on a bien aimé cette prise de risque, ça correspond en fait très exactement aux axes et aux programmes dans le domaine social de la Fondation. Nos valeurs, en fait, ce qu'on aime, c'est libérer le talent de la personne, des gens que vous récupérez, parce qu'en elles, même si elles sont cabossées, elles ont en elles le talent pour éventuellement repartir de l'avant et, ce faisant, transformer la société. Donc si vous y arrivez, si nous y arrivons tous ensemble, c'est vraiment
le must. Voilà. Donc il y avait l'un des frères Kennedy, c'est pas JFK, qui avait dit seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Voilà. Et donc on pense que vous êtes en train de le faire, et ça, je termine, grâce aux sœurs. Voilà, parce que les sœurs, vous savez que l'Église, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas riche. Et que notamment pour les sœurs qui vieillissent, il faut construire des EHPAD. La retraite d'une sœur, c'est plutôt 600 € par mois que plus. Donc il y a une vraie équation économique. Et le fait que les sœurs abandonnent en faveur d'un projet qui avait du sens, un patrimoine énorme qu'ils auraient pu valoriser auprès de promoteurs fonciers, donne du sens non seulement au projet que nous aimons tous, mais donne du sens à la vocation, à leur vocation, à celle de communauté. Donc c'était la petite touche, la cerise sur le gâteau, magnifique dans ce projet. Amen. Merci Armand Boissière, c'est très gentil à vous. Bon, de toute façon, vous êtes chez vous aussi, ici. Hein, je tiens. Alors, on n'a pas encore donné des noms aux salles, mais je vous avouerai qu'on a bien sûr, vous êtes chez vous ici, et on a racheté un barbecue. Donc, c'est pas une blague. C'est pas une...